Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il se passe parfois des choses bien étranges. Je suis homme de science, monsieur. Suspendons notre crédulité. Moi non plus, les sources partiales ne m'intéressent pas. Quel dommage de vivre ces temps de scepticisme. Si vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force du mal venue abuser les humains? Non, mais je Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette 3e émission de la saison 2. Et pour cette 3e émission, donc, nous discuterons aujourd'hui avec Si C'est Faux. Salut Si C'est Faux. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Un peu fatigué quand même, ouais. Ah bah écoute, quand on a 2 enfants ou une thèse à préparer, oui, on est fatigué. C'est ça. Mais combien vaut une thèse en termes d'enfants? Je pense que ça devrait être un calcul qui devrait être mené un jour. Un bon 4, je dirais. Et toi, Geoffrey, tu dirais que une thèse, ça coûte combien de bébés pour le coup? Un très bon 5-7. Bonjour à toi en tout cas, puis merci d'être là ce soir. Bonjour Julien. Avec plaisir, toujours. L'épisode d'Halloween, hein, j'allais pas louper ça. Ah bah oui, c'est vrai, c'est notre épisode d'Halloween avec un film qui fait vraiment très très peur. On vous prévient tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Et je sais que ça a effrayé vraiment beaucoup trop de ski qui est avec nous ce soir aussi. Salut Trotsky. Oui, je m'en suis pas remis d'ailleurs. Je sais pas si je vais arriver à dire beaucoup de choses. Je tremble encore. Ah, comme tout le monde. Bon alors, vite fait avant le début, je rappelle le principe de l'émission. Donc nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. Et n'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour, Le Village. Depuis que nous nous sommes établis en ces lieux, nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec les créatures du voisinage. Nous ne courons pas leur bois. Elles ne pénètrent pas dans notre village. Je me les suis toujours représentés comme des êtres protecteurs qui nous auraient en quelque sorte autorisés à venir nous nicher au cœur de leur territoire, jusqu'alors inviolés. Après la découverte ce matin de ces marques sur nos maisons, j'ai le sentiment qu'ils nous mettent en garde. Le Village est réalisé en 2004 par M. Night Shyamalan, à qui l'on doit notamment les bons, voire très bons Sixième Sens, Incassable et Signe, et les moins bons, voire carrément catastrophiques, The Visit, Le Dernier Maître de l'Air et After Earth. On retrouve dans ce film Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt ou encore Sigourney Weaver. Le Village nous propose de rentrer dans une communauté autarcique de Pennsylvanie du 19e siècle. Cette petite bourgade, du nom de Covington, est perdue au beau milieu d'une forêt peuplée de mystérieuses créatures, avec lesquelles un pacte a été scellé. Cependant, celui-ci semble avoir été trahi. Voilà un petit peu pour présenter le film en quelques mots. Et vous, en quelques mots, comment vous avez reçu ce film? Je sais pas, peut-être Geoffrey pour commencer. Alors, ce que j'en ai pensé en quelques mots, je pense que c'est un film qui est vraiment marquant. Quoi qu'on puisse en penser, qu'on l'aime ou pas, c'est le genre de film sur lequel tu reviens, tu y repenses plusieurs jours après en te disant ah mince, c'est vrai qu'il y avait ça dans ce film-là. C'est le film qui fera toujours un petit peu réfléchir dans un coin et qui est marquant pour plus d'une raison, hein, par son propos, mais aussi par sa force visuelle. Il a ces couleurs rouges, jaunes qui ressortent, qui sont absolument
qui reste gravé dans ton esprit. On s'en souvient très très longtemps après, puisque moi j'ai dû le voir 3 fois, je pense, à plusieurs années d'écart, ce film. Et je l'avais complètement oublié entre le premier et le deuxième visionnage. Et puis il revient avec force, et au fur et à mesure qu'on le redécouvre, on redécouvre avec tout le plaisir qu'on avait à le voir la première fois et les éléments qui vont avec. Évidemment, d'un point de vue sceptique, il y a tellement de choses à en dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Tu l'avais vu à quel âge la première fois, tu t'en souviens? Moi, j'ai vu très tôt. C'est une bonne question. Alors, c'était quoi sa date de sortie déjà? Tu m'as dit 2014, hein, c'est ça? 2004. 2004, oui, 10 ans près, effectivement, ça fait une grosse différence. Bah écoute, il est possible que je l'ai vu. Alors, je l'ai pas vu au cinéma, donc j'ai dû le voir probablement à la télé pour la première fois. Et donc, à l'époque, avec la chronologie des médias, on devait être en 2016-2017, quelque chose comme ça. Ou 2006-2007 plutôt. 2006-2007, voilà, à 16-17 ans, pardon. Je vais y arriver. Avec 10 ans d'écart tout le temps, bon, c'est pas voilà, très grave. voilà. Il suffit de faire les corrections. Ouais, et toi, si c'est faux, tu l'as vu quand pour la première fois? Tu l'as vu pour la première fois pour l'émission ou tu l'avais déjà vu avant? Non, j'avais déjà vu avant, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. J'ai une petite histoire particulière avec ce film-là. Déjà, alors vous avez un petit peu l'habitude de m'entendre dire que je suis amoureuse des personnages dans le film. Je suis évidemment dingue de Lucius. C'est comme ça que je vais découvrir Joaquin Phoenix d'ailleurs. Et surtout, moi j'ai une enfance très compliquée et difficile. À 17 ans, je quitte le foyer familial parce que je supporte plus la réalité. Et donc je me casse de chez moi. Et je vais voir ce film quelques mois après. Donc forcément, ça va. Tous les sujets abordés par le film vont beaucoup me parler à cause de ça. Ouais, ça résonne, j'imagine, avec ta situation personnelle pour le coup, tout ce que propose le film, la communauté autarcique, etc., j'imagine. Ouais, complètement. Et puis je voudrais m'excuser auprès de Trotsky, à qui j'ai menti. J'ai dit qu'il y avait un twist, mais en fait il y en a 2. Bon, il y en a un petit et un peu gros. Forcément, ça marque aussi. Et je venais de finir mes 4 ans de théâtre. J'ai fait du théâtre en 3e, en seconde, parce que j'ai repiqué ma seconde, et en première. Et j'avais trouvé le jeu des acteurs vraiment super juste. Et voilà. Après, moi, j'adore l'histoire, j'adore tout ce que ça raconte. Les images sont magnifiques. Voilà. La musique aussi. Ouais. La musique est ouf. Ouais, incroyable. L'ambiance musicale est pas mal. Ah, moi j'ai une playlist Spotify avec toutes les musiques dedans. Et autrement, en termes de peur, puisque c'est notre épisode Halloween, est-ce que ça vous a fait peur ou pas? La première fois, ouais, j'ai pas mal flippé. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, même la première fois? Non, vraiment. C'est vrai que ils insistent pas tellement, je trouve, sur l'élément. Il est anxiogène, hein, l'élément du monstre qui vient des monstres, puisque du coup c'est censé être une espèce de monstre qui rôde autour, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont et d'où ils viennent, mais ils ont un caractère vaguement anxiogène sans que ça pousse au jumpscare, au trash. Alors si, maintenant que tu le dis, il y a un jumpscare qui effectivement marche très très bien. Voilà, dans mon souvenir, il est aussi vivace au début que la dernière fois que je l'ai vu, et donc du coup, ouais, si. Mais bon, de là à avoir peur, non. L'ambiance du film, en tout cas, m'a pas fait peur, quoi. Voilà. Après, il y a 2-3 plans dedans qui sont pas mal, où tu vois justement une des créatures, généralement en arrière-plan, où les personnages se cachent, et t'as les créatures qui qui apparaissent et puis qui sont vraiment pas loin, et elles sont assez terrifiantes en plus sur cette espèce en fait de mélange entre en fait on va dire d'espèces de phacochère, enfin pas de phacochère, plutôt de sanglier, avec une partie porc épic derrière, parce que c'est une tête de sanglier, c'est une tête qui ressemble vraiment à une tête de sanglier pour le coup, avec une cape rouge, et ils sont assez terrifiants parce qu'on voilà, ils sont très indéfinissables en fait, ça sont très indéfinissables ces créatures. Et moi, c'est drôle parce que tu vois, je posais cette question-là parce que je me rappelle que c'est, je crois, un des premiers films d'horreur, entre guillemets, que j'ai regardé de ma vie, quoi. Faut savoir, j'étais un peu une flippette aussi avant. Mais en 2004, je vais être... 2004, tu vois, je devais avoir 11 ans en 2004, tu vois. Donc, j'ai dû le voir vers 12 ans, etc. Et donc, moi, c'était un peu genre le premier film d'horreur, tu vois, que tu vois un peu
dans une soirée entre potes, tu vois, c'est un peu le truc que tu te dis ça va faire flipper et tout. Et quand t'es gosse, ça te prend un petit peu au trip quand même. Moi, je me rappelle de ça. Et c'est vrai que là, avec les visionnages que j'ai eu après, c'est beaucoup moins ce qui attire notre lecture dans le film. En fait, c'est plus tellement ça fait plus tellement peur. Il y a du suspense, mais on se rend compte que c'est vraiment pas ça le point central du film, en fait, en vérité. Mais moi, donc Pardon, je croyais que tu avais fini. Moi, je trouve toute la première partie du film complètement anxiogène, quoi. Il y a cette scène avec Lucie qui attend Lucius et on ne sait pas s'il va se pointer ou pas. Oh là là, c'est l'enfer, c'est quelques secondes là. Ouais, justement, où tu as la créature en arrière-plan qui est en flou et qui commence à arriver, à se rapprocher petit à petit et tu te dis, si Lucius n'arrive pas rapidement, elle va y passer, quoi. Mais moi, dans ma tête, je crie, je dis, mais couche tes fesses, qu'est-ce que t'attends? Moi, j'ai peur, bouge. Et toi, Trotsky, pour le coup, est-ce que c'est un film que t'as vu quand t'étais plus jeune? Est-ce que c'est un truc qui t'a marqué ou pas du tout? Ben écoute, moi je suis content d'avoir enfin vu la fin de ce film, mais ouais, en fait, je me rappelais même pas l'avoir vu. Pour te dire à quel point ça m'a pas marqué, mais en le revoyant, je me suis dit plein de fois, ah mais ouais, si, ça me dit quelque chose en fait. Donc à mon avis, j'ai essayé de le regarder plein de fois, mais j'ai jamais pu aller au bout. Donc ouais, non, moi ça m'a pas ni effrayé ni en admiration. Tu disais voilà, justement le moment où on voit le monstre qui se rapproche d'elle et qu'elle attend Lucius. En gros, moi je m'étais dit toujours que c'est parce qu'elle était aveugle qu'on voyait ces monstres à ce moment-là dans le plan. Que on est dans son imagination à elle qui les imagine. Ah oui. En fait. Et justement, ce côté, elle est aveugle et donc ça marche la peur sur elle. Quand elle va dans les bois, elle peut s'imaginer que le moindre petit bruit autour d'elle, c'est des monstres. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais voilà, donc moi ça m'a pas vraiment fait flipper, ça m'a pas vraiment marqué. Voilà, c'est pas un film. Ouais, c'est pas un film que t'as bien aimé en fait. Pour le coup, ça t'a pas. Même sur le côté sceptique un peu du truc. Oui, si. Avec le recul, il y a des côtés intéressants, mais je me suis un peu ennuyé. Oui, ou alors tu n'as pas d'âme et ton cœur est froid. C'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que faut l'avouer, faut pas s'attendre à un film entre guillemets hollywoodien avec énormément d'action, etc. C'est un film qui prend son temps. C'est un film qui installe quand même pas mal ses personnages, cette communauté en général, et qui va en fait beaucoup plus travailler en fait les questions de sentiments, d'attachement, qui va prendre son temps, qui va filmer d'ailleurs beaucoup les décors, la forêt autour, qui monte un peu cette communauté un peu paisible, quoi, qui est une paisibilité qu'on ressent aussi dans le montage, dans cette espèce de montage complètement un peu entre guillemets, j'ai vu des critiques qui faisaient référence à Terrence Malick, alors sans aller jusqu'à du Terrence Malick, on est quand même dans un montage assez lent et des fois parfois assez contemplatif sur les alentours du village, sur la forêt, sur les plaines, etc. Et c'est ça que moi j'ai un peu l'impression que c'est un peu un film d'amour qui se camoufle en film d'horreur, mais qui le fait très très mal et qui ne choisit pas entre l'un ou l'autre, et donc du coup il se vautre, quoi. C'est un peu l'impression. D'accord, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc le film a du mal à vraiment choisir un propos, quoi. La discussion qu'on va avoir va peut-être plus m'éclairer sur ce film, hein, mais ou alors oui, je suis passé à côté. D'accord. Bon, je pense que globalement, on est quand même plutôt, enfin moi, pour dire un petit peu mon point de vue sur le film, même en l'ayant vu, je trouve que c'est un film assez intéressant et c'est un film qui me déçoit pas finalement, même en ayant une vision complètement différente de celle que j'avais la première fois où j'avais plus vu avec un regard de film d'horreur. Là, je le vois plutôt comme un film d'auteur avec un propos sur cette communauté un peu entre guillemets complètement autarcique en fait. On se demande comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Pourquoi est-ce qu'ils habitent ici, qu'est-ce qui se passe avec ces créatures, etc. Et finalement, c'est un mystère, même qui, quand on connaît, on essaye de creuser un petit peu plus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire peut-être maintenant en passant tout de suite à la partie spoil.
donc à la fin, il meurt. Donc voilà, ça c'est la phrase qui vous annonce que vous êtes officiellement en partie spoil et que donc maintenant, soit vous avez déjà vu le film et vous voulez essayer d'approfondir un petit peu plus les thématiques qui vous sont proposées, ou que vous en avez juste rien à battre. Donc ou les deux, remarque, hein, ça marche aussi. et donc ouais, voilà, je vous propose une discussion peut-être pour commencer autour de ce film, pour parler en fait peut-être de la thématique justement vu que c'est notre émission Halloween de l'année, peut-être de parler un petit peu de la peur dans le film et de ce qu'elle représente, de comment est-ce qu'elle est construite. Et bien aussi, peut-être, enfin, déjà, ce que je pense qu'il est important de dire, c'est que voilà, les créatures sont fictives et donc ont été créées par entre guillemets, les anciens du village, donc ceux qui dirigent ce village, cette espèce de collège d'anciens, pour que personne ne soit attiré par l'extérieur, par les villes qui sont à l'extérieur de ce village, et que tout le monde, en fait, y reste. Et donc voilà, on a toute une communauté en fait qui est basée sur la peur. Je voulais savoir si ça c'était un truc que vous avez marqué dans le film ou si vous avez paru absolument accessoire. Ouais, non, c'est la peur qui les maintient clairement dans ce village en fait. Hein. C'est justement, c'est comme ça que les anciens manipulent tout le reste du village. C'est par la peur qu'ils les font rester. Et c'est aussi ça, moi, que je trouve problématique dans ce film, c'est que c'est même pas une communauté où tout le monde est volontairement en autarcie par rapport au reste du monde, quoi. C'est juste les chefs du village qui ont décidé qu'ils allaient mentir à tout le monde et les maintenir dans l'ignorance et dans, enfin voilà, voilà, je trouve, il y a un côté très dérive sectaire. Oui, côté dérive sectaire qu'on va aborder peut-être un peu plus tard, mais effectivement, on est dans une communauté qui vit sur un mensonge, donc qui a plusieurs arguments, entre guillemets, pour vivre sur ce mensonge-là. C'est-à-dire qu'on a des personnes, donc les fameux anciens, qui sont des personnes, en fait, qui ont, on va dire, globalement, des très mauvaises expériences avec la vie en société, en fait, en vérité. Alors, on dit souvent en ville, mais je pense que c'est la société, en fait, en vérité, qui les a déçus. En tout cas, la société contemporaine américaine. Et pour le coup, pour échapper à ça, ils se réfugient donc, sachant que oui, effectivement, le film se passe en fait finalement à notre époque et non pas au 19e siècle comme on le pense. Mais là, restons un petit peu sur ce concept de peur, le côté de la peur, côté de la peur et de comment en fait finalement cette peur, elle est fabriquée, elle est maintenue. Notamment, on le voit grâce à l'enseignant, donc qui est, je crois d'ailleurs, le créateur, enfin un des fondateurs donc, du village, qui enseigne en fait la terreur en fait aux enfants dès le début, donc en leur expliquant bien qu'il y a des créatures dans la forêt, qu'il y a un pacte qui a été passé avec elles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas violer leur terrain et surtout elles ne viendront pas nous embêter. Et espèce de pacte tacite qui permet en fait voilà, de maintenir un contrôle sur la population du village et notamment en fait sur les enfants qui eux n'ont jamais connu la société à l'extérieur, quoi. Et ça fonctionne bien du coup parce que en fait en réalité il n'y a jamais eu les créatures entre guillemets ne sont jamais venues tuer des gens, ne sont jamais venues agresser personne. Il y a je suis pas tout à fait. Enfin, oui, ces créatures n'existent pas, mais il faut pas oublier un point important quand même, c'est que les anciens, donc les personnes qui ont mis au point ce mensonge-là, c'est des personnes qui ont vécu des choses traumatisantes. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits du village, dans l'histoire du village, les créatures ne sont que quelque chose d'un peu chimérique et qui voilà, il n'y a jamais eu d'acte concret qui permettrait de dire ces créatures-là existent jusqu'aux événements du film. Pour moi, ces créatures-là, elles représentent le passé, tout simplement, ce passé qui fait mal, ce passé qui a traumatisé, ce passé qu'on essaye de fuir absolument. Après, ces créatures, elles ont été fabriquées depuis longtemps, donc on peut imaginer qu'à certains moments, ils les font sortir, et peut-être qu'ils ont fabriqué dernièrement aussi, parce que finalement, les premiers enfants commencent à devenir plus vieux et commencent à avoir des envies finalement de progrès. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire on a une espèce de vieille génération qui s'est construit une espèce donc pour le coup de village utopique dans lequel en fait eux ils voudraient vivre, et en fait ils y enferment leurs enfants sans aucun accord, et en fait on se rend compte que de même les enfants en fait en tout cas certains
ont envie d'aller explorer ça. Donc il y a cette forme de jeu déjà de provoquer les bêtes et de se mesurer un peu à sa propre peur en se mettant sur cette espèce de tronc en attendant à la lisière de la forêt et en sachant qui sait qu'il va y rester plus longtemps. Et on a surtout donc le personnage de Lucius qui lui est un personnage qui finalement a un esprit, je trouve, assez scientifique finalement dans son approche, c'est-à-dire moi je les ai pas vus, je pense que peut-être on peut essayer de discuter avec elle, je pense qu'il y a des moyens justement d'essayer de contourner un peu tout ce qu'on nous a enseigné depuis des années, je pense qu'il y a moyen d'essayer de tester en fait finalement un peu le truc pour le contourner. Et je trouve que c'est assez intéressant sur la manière dont il remet ça en cause. Et effectivement, si c'est faux, vas-y. Pardon, je suis désolée. Mais Lucius, déjà, il est curieux et courageux. Et puis, alors il y a aussi ce passage normal dans la vie où il y a un petit peu la confrontation à l'autorité parentale. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Donc avec sa mère, pour le coup, avec laquelle il se met souvent en porte-à-faux parce que sa mère fait partie forcément du Conseil des Anciens, et il la met sans cesse, il avait sans cesse en embarras en demandant d'aller dans la forêt, alors que c'est bien sûr formellement interdit par tout le monde, quoi. Oui, et puis pour moi, Lucius représente le progrès aussi dans le film, quoi. Il a envie de sortir, il a envie de découvrir le monde. Et puis il est curieux, il veut savoir ce qu'il y a là-bas derrière, dans la forêt, derrière les... Je vais peut-être vous faire rire, mais chaque fois que je regarde ce film et que je vois Lucius demander au Conseil des Anciens s'il peut sortir, moi ce que j'entends c'est Mufasa, quoi, qui dit non, là-bas derrière, tu n'y vas pas, c'est interdit. Et je vois Simba aller quand même au cimetière des éléphants. Moi, à chaque fois, ça me fait cet effet-là, quoi. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi ? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller. Oui, c'est clair. Oui, il y a un petit côté comme ça, effectivement, c'est-à-dire comment on appelle ça déjà, cet effet-là, c'est-à-dire cet effet de réactance, en fait, on va t'interdire de faire quelque chose et forcément, plus on va te l'interdire, plus tu vas avoir envie d'y aller, quoi. Esprit de contradiction. C'est ça. Exactement. Et finalement, ils maintiennent les enfants à l'intérieur du village, un peu comme nous. On peut les maintenir en leur racontant des contes pour les enfants, dans lesquels il y a exactement ce qu'on retrouve dans le village, quoi, les monstres, les capuchons, etc., etc., quoi. Moi, j'aime bien ça. Sinon, ce que je trouve moins intéressant vis-à-vis de la peur dans ce film, c'est toutes les différentes formes de peur qu'il exploite et qu'il présente. Outre le fait que c'est un film fantastique qui repose sur le fait de faire peur aux spectateurs, on a la peur de l'inconnu qui est utilisée pour maintenir effectivement les gens en état de soumission, si on va le présenter comme ça, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Et alors que c'est la peur du connu qui va maintenir les premiers dans le village, quoi. Tout à fait, voilà, il y a cette opposition-là, et la façon dont ça va se matérialiser chez les jeunes aussi, Vivien t'en parlait tout à l'heure, c'est finalement la peur de devenir comme ces vieux schnocks-là, quelque part aussi, qui est de vouloir agir différemment, même si on fait des erreurs, tu vois. On dit souvent la lumière, l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Et Lucius, il sait pas s'il a raison et il sait pas s'il fait bien de faire ce qu'il fait à tous les moments. Il hésite, on va quand même avoir des doutes. Et il a envie d'y aller pour plusieurs raisons. Alors oui, effectivement, je pense que Trotsky a raison, c'est une des faiblesses du film. Il le fait aussi un peu parce qu'il y a une motivation amoureuse qui le pousse et que l'amour donne des ailes. Ah non, mais lui. Lui, il n'est pas du tout porté. Alors, il n'est pas du tout porté par son amour. Il est porté par. Alors, à la base, tu me diras si je me trompe. Hein. Moi, tel que je vois, c'est qu'il est porté à la base par l'envie de trouver des médicaments suite à la mort d'un des leurs d'une maladie. Donc, lui, il pense qu'en ville, il va pouvoir trouver sans doute des choses pour que justement la vie soit meilleure dans ce village. C'est la première chose en fait qui lui le pousse à y aller. Et c'est même une des seules. Et puis après, bon, on pense qu'il y a quand même un gros côté ultra curieux, c'est-à-dire que quand il a envie de savoir ce qui s'y passe. Il y a aussi un peu un côté je vais prouver de quoi je suis capable. Ah, j'ai pas trop ressenti comme ça, c'est vrai. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de prouver des choses, quoi. Eh ben, je trouve que c'est assez subtil parce qu'effectivement, c'est pas le caractère premier du personnage, c'est pas grossier comme justement les gamins qui se mettent au bord de la lisière et qui vont jouer à ça.
moi, ce que j'ai retenu un peu de ce personnage-là aussi, c'est de dire, je vais vous prouver que j'ai aussi une forme de leadership en vous montrant ce que je sais faire, peut-être aux anciens, mais aussi et surtout pour Ivy, je trouve. Ouais, et puis il est à un âge, je sais pas exactement quel âge il a, mais il est encore clairement très jeune. Il est à un âge où c'est pas pour le montrer aux autres, c'est au moins pour se montrer à lui-même de quoi il est capable. D'où vient que tu aies tellement de courage alors que tous ici nous tremblons sans cesse? Je pense seulement à ce que je dois faire, pas à ce qui risque d'arriver. Oui, aussi. Ce qui fait que du coup c'est plus subtil parce que quand c'est un peu pour toi-même aussi, tu le vois moins à l'écran. Pourtant je pense que ça fait partie des motivations du personnage. Et donc lui doit combattre un peu sa peur de lui-même aussi, refouler justement son instinct qui lui dit un petit peu de pas y aller non plus. Et il se convainc d'y aller par sens du devoir. Par altruisme. Je vois vraiment comme un personnage très 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 altruiste avant d'être quelqu'un qui veut faire. C'est vrai que je vois pas du tout ce côté-là moi personnellement dans le personnage, mais. Oui, d'ailleurs il le dit. À quoi ça servirait que je te dise que je pense tout le temps à toi? À quoi ça servirait que je parle de moi? Moi, ça m'intéresse pas de parler de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire pour les autres. Il faut toujours que tout le monde me presse pour que je parle plus. À quoi ça servirait que je te dise que tu occupes mes pensées dès que je me lève le matin? Ou qu'il y a des moments où je suis incapable de réfléchir ou de faire bien mon travail? À quoi est-ce que ça nous avancerait que je te dise que les seules fois où j'ai peur, comme tout le monde, c'est quand je pense qu'on pourrait te faire du mal? Oui, c'est ça. Et puis ce qui est drôle, c'est que justement, quand il est à l'extérieur et que Ivy l'attend lorsque les créatures sont dans le village, lui, en fait, s'il est extérieur, c'est pas pour se mesurer aux créatures, parce qu'il n'est pas non plus inconscient, mais il est là vraiment pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse être chez soi, en fait, de sauver tout le monde, en fait. On le voit se précipiter pour que les enfants... C'est le complexe du sauveur. Et c'est une fausse modestie, quelque part. Tu vois, parce que oui, il aime pas parler de lui, il se met pas en avant... mais quand tu veux venir à la rescousse de tout le monde, malgré toi-même, c'est aussi une forme de prétention. C'est que toi seul peux les sauver, tu vois. Alors, c'est pas... alors du coup, on s'éloigne un petit peu de la peur, du coup, mais pour comprendre le personnage de Lucius et la façon dont lui appréhende la peur, et le fait qu'on a l'impression qu'il est totalement exempt par moment, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il se force à mettre sa peur de côté, inconsciemment. Oui, mais non, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a personne dans le village qui a un petit peu de couilles, quoi, si je peux me permettre l'expression. Ah mais là je suis complètement d'accord, c'est le seul qui a un petit peu de courage. Non, ça c'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais. Je me demande si c'est pas le entre guillemets, alors peut-être outre le personnage joué par Adrien Brody, donc Noah Percy, donc qui a une maladie mentale pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il a. Je pense que c'est le plus vieux des enfants. Je me demande s'il ne tient pas un peu son leadership de là, c'est-à-dire que c'est le plus vieux de tous les jeunes, quoi. Et donc c'est celui qui a aussi une certaine forme de maturité, et je trouve que c'est assez intéressant par rapport, on parlait tout à l'heure du jeu, donc sur le tronc d'arbre. Lui, il l'a fait, d'ailleurs, on sait qu'il a le record de celui qui est resté le plus longtemps, mais on sent que maintenant, en fait, quand on lui dit ça l'intéresse alors plus du tout, quoi. Pour lui, c'est un truc qui est à l'arrière, c'est quand il était ado, maintenant il est plus du tout à cet aspect-là, quoi. Il est passé à autre chose, quoi. Oui. C'est aussi pour ça que je parlais d'inconscience du danger, parce que si tout le reste du village a tellement peur de ce danger, c'est qu'il doit quand même être concret pour eux, et que lui c'est le seul. Alors on peut interpréter ça comme étant c'est le seul qui a du courage. Moi je trouverais ça statistiquement un peu bizarre. Mais par contre, s'il y a vraiment une vraie peur du danger et une vraie inconscience de sa part, ça devient plus crédible, quoi. Et comme je disais, pourtant, cette peur, elle est impalpable, elle ne s'est jamais concrétisée avant que celui qui est un petit peu handicapé, là, Adrien Brody, pique le déguisement et fasse vraiment des bêtises. Donc c'est voilà, encore une fois, je trouve ça bizarre. Pas concrétisé, c'est-à-dire parce que moi, si je comprends bien le film, assez régulièrement, les anciens, ils vont se déguiser, ils vont mettre des animaux morts dans le village, des marques sur les maisons. Ouais.
J'ai pas compris ça. Ils se déguisent, ouais, parce que les déguisements sont là. Donc ils font de temps en temps des apparitions, j'imagine. Mais des animaux morts, j'ai pas. C'est justement Adrien Brody qui tue les animaux et qui fait un peu plus flipper tout le monde. Mais en fait, on sait pas trop ça, parce que je trouve qu'il y a il peut y avoir plusieurs interprétations là-dessus. Alors, parce que moi, en fait, tel que j'entends, c'est que le film commence par la mort d'un des jeunes, en fait, d'une maladie. Ça, c'est un truc qui est assez vite éludé dans le film, mais qui en fait est extrêmement central, parce que c'est cet événement-là, qui je pense c'est la première fois peut-être même dans ce village qui a un mort, en fait, en vérité, depuis qu'ils y sont, et donc qui va réinterroger un peu leur mode de vie. Alors eux, les anciens, ça va pas trop les réinterroger, on a l'impression que, entre guillemets, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire ça comme ça rapidement, mais au niveau des jeunes, ça les travaille, et notamment au niveau du personnage de Lucius, parce que lui, il sent que voilà, on n'est peut-être pas bien protégé face aux maladies, il nous faut une autre protection, il faut aller demander en ville. Et en fait, cette envie de liberté que lui, ça lui donne, j'ai l'impression que les anciens, surtout, ils se disent qu'il faut qu'on rende la menace encore plus palpable, quoi. Donc on va mettre des signes, on va essayer de faire peur, on va essayer de montrer que les créatures, elles ont vraiment pas envie qu'on rentre sur leur territoire, et que donc à chaque fois que Lucius va faire une avance comme quoi il veut rentrer dans la forêt, et ben on va faire en sorte que il y ait des menaces qui soient faites. Et finalement, oui, il y a ça, et c'est pour ça aussi qu'on comprend pas très bien tout de suite que les animaux morts, c'est Adrien Brody. On peut s'imaginer que c'est aussi juste, on peut s'imaginer, oui, que les gens du village, les boss, peuvent aller jusque là. Mais quand on apprend justement que c'est Adrien Brody, on se dit non, ils sont jamais allés jusque là, justement. Ouais, parce que ce qui est drôle, moi, ce qui me fait penser sur tout ça, c'est que c'est au moment où ils rentrent dans la maison, et donc au moment où ils avaient enfermé justement le personnage de Noah dans la maison, et qu'ils voient qu'il a disparu avec le déguisement, ils se sont dit ah, il a trouvé le déguisement. Et je sais pas si le personnage, entre guillemets, je suis désolé, est assez malin pour replacer le déguisement là, en fait, où il l'a trouvé, quoi. Encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est assez mal fait, mal réalisé dans le film. C'est un truc que je comprends pas. C'est que normalement, le déguisement, il l'a déjà trouvé avant, puisque à ce moment-là, ils se disent ah, les animaux. Donc c'est lui qui a tué les animaux. Enfin, vraiment un truc que je comprends pas. Et c'est pour ça que moi, je pense pas que c'est. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à pas penser que c'est lui qui l'a fait avant, et que lui, en fait, il endosse ce costume qu'à la fin. Mais j'ai tendance à penser ça, mais peut-être que je me trompe. Mais pourquoi à ce moment-là où il y a le vol du costume et où il s'échappe, ils ont cette réflexion, les animaux? Ouais, bah oui, peut-être bien. C'est peut-être une des limites du film, effectivement, au niveau du scénario. C'est bizarre. C'est bizarre, quoi. Un film avec des incohérences? Oh là là. Bon. Oui, bah. On n'a jamais. Attendez, un film de Night Shyamalan avec des incohérences? Des incohérences, mais non, enfin. Déjà qu'il y a une incohérence stylistique au niveau de son nom, impossible à prononcer. On a dit pas les noms. Il faut s'entraîner. On a dit pas le physique et pas les noms. Moi, par contre, je me suis toujours demandé comment elle a réussi à enfiler la tenue et à la suivre, quoi. Je me rappelle qu'une fois, je me suis demandé si c'était pas un ancien qui lui a dit viens, qui lui a mis le costume et qui n'était pas d'accord avec la décision prise d'envoyer Ivy en ville. Je sais pas. Et ça c'est justement ça, assez intéressant sur comment justement Shyamalan construit aussi la peur, en fait, en tout cas le suspense au niveau du spectateur, parce qu'il le construit exactement de la même manière que c'est ressenti dans le village, c'est-à-dire toute la peur, en fait, elle est hors champ. C'est sans cesse de l'appel hors champ. C'est des cris dans la forêt qu'on interprète comme étant des cris de créatures. C'est des choses qu'on met dans la forêt, comme cette espèce de bout de cochon qui va disparaître. Ces créatures-là, en fait, tout ça, c'est un appel totalement à l'imaginaire. Et finalement, c'est quelque chose qui vient appuyer, et c'est un truc qui est très connu au cinéma, c'est-à-dire que l'imaginaire, en fait, fait beaucoup plus peur. Le hors-champ fait beaucoup plus peur que ce qui se trouve directement dans le champ. C'est assez intéressant parce que, en fait, la manière dont il utilise le hors-champ aussi va faire en sorte que dès que les créatures, en fait, on les voit, en fait, je crois, on les voit sur 3 plans, en fait, en gros. Hein. Il y a le plan. On les voit, mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on ne les voit que quand c'est de la perte qui est aveugle, qui est dans le plan. Non, il y a un plan où il passe sous la tour de guet, et donc là, c'est un des personnages. Ah oui, juste. Donc là, c'est le jumpscare dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est la première fois où on voit une créature. Il y a pour moi, il y a le plan aussi où il y a Lucius, si que je me rappelle bien, se cache derrière une maison, et il y a la créature qui se balade, et donc là on la voit très très bien, et il y a le plan où la créature se trouve vraiment en arrière-plan, donc vraiment là pour coup dans le flou,
elle est presque hors champ en fait. Et c'est le moment où Ivy attend justement que Lucius vienne la rejoindre. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que les moments où elles apparaissent justement, c'est l'effet accumulé du hors-champ, donc de tous les signes qu'on nous a mis devant les yeux, de cette peur aussi, de la couleur rouge, de l'imprégnation en fait du spectateur, des croyances des personnages, qui va faire que nous aussi on va être complètement terrifiés en fait, enfin terrifiés. On va avoir aussi des moments d'angoisse quand ces créatures elles apparaissent. Détail qui est poussé jusque. D'ailleurs, ce délire de ce délire de la couleur rouge, d'ailleurs, ça, c'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce que il y a un moment, elle montre une fleur qui est un peu orange, donc est-ce que c'est le rouge, est-ce que c'est l'orange, et si c'est l'orange, j'ai l'impression qu'il y a des gens roux dans le village. Comment est-ce qu'ils font? Non, c'est vraiment le rouge. Comment est-ce qu'ils font quand ils ont une coupure au doigt? Comment est-ce qu'ils font? Voilà. Et c'est vraiment le rouge, et c'est le rouge justement, on l'apprend à la fin justement avec ce plan qui je trouve justement est assez intéressant de Noah une fois qu'il a donc tenté de tuer Lucius, qui lui a planté un couteau dans le ventre. Il a les mains complètement rouges, et c'est assez intéressant de voir qu'en fait finalement cette couleur du rouge, cette peur du rouge en fait finalement est peut-être tout simplement une peur du sang, et en fait finalement pas intrinsèquement une peur de la violence physique, et finalement tout ce qu'en fait eux ils refusent dans leur village, quoi. Après, est-ce qu'avoir choisi le jaune, la couleur la plus détestée du monde, et la couleur des smileys comme symbole de protection était judicieux, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi la couleur jaune, par contre ça j'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi la couleur jaune. Alors il me semble avoir lu que quelque part qu'effectivement il y avait eu des choix de costumes qui avaient été faits relativement à des vrais habits du 19e siècle. Je sais plus si le jaune en tant que couleur en faisait partie, mais je trouve que d'un point de vue esthétique, le jaune et le rouge se marient très bien ensemble dans ce film-là, quoi. Du coup, c'est un peu la team ketchup mayo Burger King, pardon. Ça ressort bien en plus sur les tons qui sont un peu fades pendant tout le film. Et dans la forêt en particulier, parce que oui, on parlait tout à l'heure de ce qui était utilisé pour créer cette ambiance, cette impression de présence des monstres, mais on a une forêt avec une végétation de bois mort quasiment incolore, grisâtre, et puis au milieu tu as des buissons de baies rouges ardents qui te disent mais en fait est-ce qu'on n'est pas au milieu du territoire de créatures qui sont venues dans notre monde et qui ont transformé leur monde. Enfin, tu te fais toutes les hypothèses possibles dans ta tête. Encore une fois, moi je suis dans à ce moment-là dans le parti pris où on est dans l'interprétation de la meuf qui est aveugle. Ah ouais, en fait. Ouais. Et qui fait ressortir la couleur rouge parce qu'elle est en stress avec les créatures autour. Et voilà. Autant je suis d'accord pour la créature, autant je suis moins d'accord pour les baies. Mais c'est vrai que là, je pense aussi que c'est des couleurs qui sont, entre guillemets, pas peu naturelles. En fait, c'est des couleurs qu'on croise assez peu directement dans la nature, contrairement entre guillemets, au bleu du ciel, au vert de la végétation, au marron des arbres, etc. C'est pour ça que c'est des couleurs qui ressortent vachement bien, en fait, en vérité. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi de véritablement faire ressortir des couleurs bien flashy et bien pétantes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre explication. Moi, j'ai essayé de chercher les symboliques des couleurs. Alors, j'ai commencé par chercher en Inde, puis j'ai cherché plus globalement en Orient, puis j'ai cherché chez nous. Et puis... On s'est cherché, c'est bien, mais est-ce que tu as trouvé? y a rien vraiment... Non, mais il n'y a rien vraiment qui colle, d'autant que globalement, un peu partout, le jaune, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le soleil, c'est l'or, c'est le blé. Enfin... Ouais, alors par contre, j'ai trouvé un truc, c'est que le réalisateur, je retiens jamais son nom, M. Night Shyamalan. Il disait que le jaune, c'est une couleur absolument exécrable et que c'est une couleur portée par les moines bouddhistes. Ah bon, mais pareil pour le rouge, je n'ai rien trouvé qui puisse un peu coller, quoi. Mais je pense que c'est vraiment parce que le film a les couleurs très ternes pour qu'on ait cette atmosphère bien pesante, bien pas cool, quoi. Et que c'est flashy les deux là, quoi. Alors je spécule, mais un fait assez bien connu, y compris dans le monde du cinéma et de la part des chefs opérateurs, c'est que le rouge est quand même la couleur qui est la plus vite perçue par notre œil.
En fait, donc avec nos trois cônes bâtonnets, tout ça là, donc on perçoit le bleu, le rouge, le vert. Le vert est celui dont on perçoit le plus de nuances, pour des raisons qu'on a assez relativement, je crois, explicitées en bio. Le bleu, je ne saurais pas vous dire du tout. Et le rouge est perçu très vivement. D'ailleurs, le bleu, a très longtemps, n'a pas eu de nom. Il était considéré comme du vert, comme une nuance de Je vert. l'ai toujours dit, le bleu et le vert, pareil. Ouais, et d'ailleurs, quand on regarde les récits d'Homère, je crois, il ne cite jamais une seule fois un mot pour bleu, que ce soit pour décrire le ciel ou la mer. Ouais. Anecdote. Ouais. Après, le jaune, il revient souvent comme ça dans les films angoissants ou avec des ambiances un peu comme ça. Je pense que personne n'a oublié le kawaii jaune dans les films ou les livres Hit. Si vous avez vu la série Dark, pareil, il y a les kawaii jaunes, quoi. Ouais. Ou le ballon rouge. Oh non, pas le ballon rouge, pas le ballon. On ne parle pas du ballon rouge. Je ne veux pas un ballon. Mais oui, effectivement, la couleur rouge est une couleur au cinéma qui a été extrêmement exploitée. C'est la couleur la plus mise en avant dans beaucoup de films. Et c'est une couleur qui, alors, on va dire au niveau de la symbolique, en tout cas au niveau du cinéma hollywoodien, c'est souvent une couleur qui symbolise, on va dire, la passion, l'amour, le sexe, tout ce qui est un peu érotique, etc. Ça a souvent été utilisé dans ce sens-là, quoi. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est la seule explication du rouge, hein, bien sûr. En fait, il y a trois, alors si je me souviens, il y a trois manières d'aborder les couleurs dans les films. Je m'en souviens surtout de deux. C'est-à-dire qu'il y a la couleur, il y a l'approche symbolique des couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des symboliques culturelles qui sont utilisées par les films. Et après, il y a surtout aussi, d'un deuxième point de vue, c'est-à-dire le système que va mettre en place les films dans leur narration et dans leur diégèse pour donner une signification intrinsèque aux couleurs, en fait, qui ne fonctionnera que dans l'univers du film, quoi. Donc là, par exemple, la couleur rouge, c'est la couleur interdite, c'est la couleur reliée aux créatures, et donc tout ce qui est rouge va être lié directement à elle, quoi. Donc voilà, généralement, la plupart des films, d'ailleurs, fonctionnent avec ce modèle-là, c'est-à-dire utilisent en fait des couleurs pour créer en fait une propre lecture qui leur une lecture, on va dire, plutôt qui est propre à chaque film, quoi. Et ça, voilà, le ballon rouge, c'est un truc qu'on a croisé plusieurs fois aussi dans l'histoire du cinéma, donc on peut parler de Hit, mais qui est peut-être le truc le plus populaire, mais aussi le ballon rouge de Albert Lamoris, qui était un film pour enfants dans les années 50-60. Pareil, c'était la couleur du ballon rouge, ressortait énormément, quoi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que le rouge est utilisé. Ah, le rouge, c'est aussi la couleur des journaux de droite. Si ça se trouve, le réel est un facho. Il n'y a pas... C'est ça. Rouge, c'est la couleur du sang, la couleur de la violence. Mais c'est aussi la couleur du vin, et qui dit vin dit pot de vin. Tout ça, c'est magouille et politique et compagnie. Excellent, je te note 10 sur 10 sur l'interprétation. Génial. J'étais pas très exact, j'étais plus rodé à ça quand même. Ouais, mais franchement, j'ai cru du début à la fin. Génial. Pour ceux qui connaissent cette arrivée près de chez vous, bien sûr. Ah, bien sûr. Une très belle imitation de Poulvord. Après, voilà, aussi la rouge, c'est aussi, comme tu dis, la couleur du sang. C'est vrai que c'est aussi la couleur aussi qui est amenée souvent à faire peur. C'est une couleur qui est extrêmement présente dans beaucoup de films. Beaucoup de films gore, hein, sachant que le rouge est aussi une couleur qu'on croise beaucoup dans Branded, qui est étant une couleur qui est un des films qui a utilisé le plus de faux sang de l'histoire du cinéma, ou dans Piranha 3D, quoi, par exemple, qui est pour le coup le film qui a utilisé le plus de faux sang de l'histoire du cinéma. Ah, mais moi, je crois que la première fois que j'ai eu peur du sang dans un film, c'est cette scène dans Shining. Oui, oh là là, l'ascenseur. Oh là là, ce déferlement de rouge là dans l'hôtel, quel enfer. Enfin, voilà. Puis, je voulais peut-être pour conclure sur cette histoire de peur, à part si vous avez peut-être d'autres choses à dire, il y a un truc assez intéressant à voir par rapport au film sur cette communauté justement complètement autarcique. C'est-à-dire que le film est sorti en 2004, on est seulement 3 années après le 11 septembre, et on est dans une période du cinéma américain qui est en fait fortement marquée par les attentats, mais qui n'en parle absolument pas. Et c'est assez intéressant, il y a beaucoup de théoriciens du cinéma, de l'esthétique et de la forme qui sont penchés sur ces questions-là et qui ont fait remarquer, et parmi eux des critiques aussi, qui ont fait remarquer en fait que le cinéma américain, en fait, tout le cinéma américain, une bonne partie du cinéma américain des années 2000
C'est en fait c'est un cinéma du non-dit en fait. C'est un cinéma complètement traumatisé, à l'instar des personnages des fondateurs du village. Par ces attentats-là. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on a un peu une métaphore, en fait, entre guillemets, de l'Amérique qui est complètement recroquevillée sur elle-même et qui est totalement, finalement, terrorisée par ce qui peut venir de l'extérieur. Et c'est des analyses qui ont été faites déjà plusieurs fois sur ce film-là. Donc, en fait, il y a aussi cet aspect de la peur traumatique, mais véritablement qui s'ancre, en fait, dans la forme même du film, dans sa narration, qui est même, si ça se trouve, même pas pensée par Yashaya Shyamalan, mais qui, dans le contexte de sortie du film, est assez parlant en fait. Ouais, c'est ça, c'est peut-être même un peu inconscient, parce que j'ai l'impression qu'on peut dire la même chose de beaucoup de films de cette époque, quoi. Bah oui, et un des plus marquants, ça reste La Guerre des Mondes, par exemple, de Steven Spielberg. Oui, oui. Et qui lui est vraiment hanté par le 11 septembre, mais encore plus que celui-là, parce qu'on trouve plein d'images qui sont issues carrément des médias de l'époque, enfin des médias qui ont retransmis en fait toutes les images du 11 septembre, avec par exemple les murs recouverts de photos pour les gens qui ont perdu des gens de leur famille, etc. Enfin, les corps qui se transforment en poussière. Enfin voilà, il y a plein de trucs dans La Guerre des Mondes qui fait vraiment ressortir ce traumatisme-là. Et l'imagerie, ouais. Ouais, dans l'imagerie, ouais. Et là, il y a un petit peu cet effet-là aussi. Peut-être pas tellement dans l'imagerie, mais véritablement dans cette narration métaphoriquement. Ouais. Métaphoriquement, exactement. Ouais, après, moi, je comprends aussi qu'on ait peur des villes et qu'on se casse. Hein. Je sais pas si vous avez vécu à Paris, mais... Nous allons parler de ville. Rien qu'une fois. Et nous n'aborderons plus jamais ce sujet. Ton père a quitté la maison un jeudi matin à 9h15. Il voulait à tout prix aller seul au marché. On l'a retrouvé 3 jours après, sans argent et entièrement nu dans l'immonde rivière. Pourquoi tu me racontes toutes ces horreurs ? Je ne veux qu'une chose, t'éclairer sur la nature de ce que tu désires. Mais je ne désire rien. Mes intentions sont absolument sincères, je pense uniquement aux habitants du village. Pardonne-moi. Je ne doute pas de ta sincérité, mais comprends que je craigne pour la vie de mon fils unique. Oui, mais là, c'est même pas des villes, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense, en fait, ils disent des villes, mais en fait, dans le film. Mais je pense que si c'était des villes, ils auraient été habités à la campagne, et puis basta. Non. Ceux dont ils ont peur, c'est de la société contemporaine, comme on le disait tout à l'heure. Bien sûr. Ils ont envie de se retirer complètement de ces sociétés-là et de vivre dans cette espèce de paradis autarcique, sans aucun accès aux soins pour faire pour faire le lien avec notre deuxième partie, qui va être un peu plus porté sur le côté santé du film, parce que effectivement, donc là on a beaucoup parlé du côté de la peur et finalement de comment est-ce qu'on peut aussi verrouiller un peu l'esprit critique avec la peur, ou même l'entraîner avec des effets entre guillemets de réactance. Et là donc on va un peu plus parler du côté en fait de finalement ce qui va alimenter la peur de Lucius, c'est-à-dire la peur de la mort et de la maladie, en tout cas moi tel que je l'interprète, c'est-à-dire après la mort de ce premier personnage, lui c'est cette peur-là qui va le pousser, en tout cas dans un élan altruiste, à essayer de chercher au-delà de la forêt des médicaments pour essayer de se soigner, quoi, et de ne pas subir la maladie. Et je crois que c'est toi, Geoffrey, surtout, qui avait envie de dire des choses là-dessus. Tout à fait. Alors, avant de commencer là-dessus, j'ai aussi une petite anecdote à raconter sur le film. Il faut savoir que entre mes 2 premiers visionnages du film, j'ai longtemps cru que ce film était un autre film qui n'avait rien à voir, qui était Le Village des Ombres de Fouad Benhamou. Je sais pas si vous connaissez. Ah non, ça me dit rien du tout. Non, film fantastique sorti en 2010, film de genre franco-français, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est un ami. En fait, on a travaillé ensemble à l'époque où j'étais un peu dans le milieu, et je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on me parlait du village, du coup, j'ai fait un amalgame complet des 2 films qui n'ont strictement rien à voir. Et j'étais persuadé de voir l'autre quand j'ai redémarré un peu plus tard le premier. Voilà. C'est beaucoup mieux de confondre comme ça que, par exemple, avec Un village français, par exemple. Oui, ouais, effectivement, mais au moins il y a des thématiques communes. On est quand même. Alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les gens qui arrivent dans un village, c'est très classique, hein, du coup, et qui n'en ressortiront jamais, comme vous pouvez vous douter. C'est un peu le pitch de base de beaucoup de films d'horreur en survival, comme est Le Village des Ombres. Mais donc, c'est rigolo parce que c'est un peu l'exact opposé de celui-là, où en fait, au contraire, c'est les gens qui sont dedans dès le départ et qui n'en sortiront jamais non plus, mais pour des raisons complètement inverses.
Et donc, en termes de santé, puisque c'est une des raisons qui amènent les personnages à essayer de sortir du village, on disait qu'il fallait aussi que c'était j'allais dire indélébile, mais c'est pas le bon mot. Aidez-moi, c'est quoi le mot que je cherche? Intouchable. Non, c'est lié. Donc, non. Insupportable. Instable. Intrinsèque. Peut-être. Voilà, et on va dire tout ça, voilà. Indécrottable, je ne sais pas non plus. C'est voilà, on peut pas le séparer, du coup. Inséparable, ben voilà, merci, c'était pas si difficile, voilà. Bah c'est pas indé alors, indépendant. Non, mais voilà, pardon, effectivement. Inséparable, donc, de la notion de dilemme moral, puisque du côté des chefs, du coup, on a en permanence ce dilemme de est-ce qu'il faut pouvoir sortir de la ville, aller chercher des médicaments pour soigner un tel. Et l'accès aux soins est quand même primordial quand on se replie en autarcie en mode secte comme ça. Et là, ce qui est intéressant dans le dilemme moral, c'est que il n'y a pas un dogme qui dirait on ne se soigne pas parce que c'est mal de se soigner. Au contraire, ça reste important de pouvoir le faire. Et c'est même une des exceptions qui sont prévues dans les règles. Je sais même pas si à un moment donné ils ne disent pas que ils peuvent négocier avec les créatures pour qu'elles nous laissent passer à ce moment-là, parce que les créatures, elles sont un peu douées d'empathie quand même aussi. Elles peuvent comprendre qu'il faut qu'on traverse pour aller soigner les gens. Il n'y a pas un truc comme ça? Non, c'est Lucius. C'est Lucius qui suppose ça. Ah, c'est Lucius qui suppose. Voilà. Ouais, il suppose, et c'est pour ça que je disais qu'il a un côté très téméraire et ou en tout cas peur de rien ou inconscient de la peur. Je pense aussi qu'il essaye de comprendre le fonctionnement des créatures. Il part pas du principe que ce sont des bêtes. Il part du principe que s'il y a eu un pacte, c'est qu'à dire elles ont un minimum d'intelligence, en tout cas ces créatures-là, et que partant de ce principe-là, il pense. Et logiquement qu'on peut justement discuter avec elle, qu'on peut justement essayer d'établir entre guillemets une relation pour certaines choses, quoi, et qu'on peut essayer justement de faire bouger un peu le pacte qui a été entre guillemets tacite, quoi. Ok. Renégocier le deal. Il n'y a pas Noah ou je sais pas ou Ivy qui sont allés dans la forêt et qui sont revenus, et à partir de là ils se sont dit ah bah tiens il y a une personne avec un handicap, donc en fait oui c'est là. C'est ça. Hein. C'est ce qu'il disait. C'est selon la théorie de Lucius, en fait, Noah a été dans la forêt pour aller chercher des baies parce que les baies ne poussent pas dans le village mais poussent uniquement dans la forêt. Donc Noah a forcément été dans la forêt pour aller chercher des baies qu'il a dévoilées à un moment qu'il avait dans sa poche. Et donc il s'est dit si les bêtes n'ont pas attaqué Noah, c'est peut-être parce que justement elles ont un peu d'empathie aussi. Et que donc si elles ont de l'empathie, on peut discuter avec elles. En tout cas essayer de raisonner avec elles. On peut donc affronter sa peur? En tout cas, rationaliser sa peur, c'est-à-dire essayer au lieu de la laisser entre guillemets dans leur champ, dans l'indiscutable et dans la théorie du dogme, en fait, c'est-à-dire on nous a toujours enseigné ça, c'est comme ça. On peut essayer aussi de la rationaliser, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la décrypter, et c'est ce que fait en fait justement Lucius. Pour mieux l'accepter. Il décrypte ça pour mieux, voilà. Pour essayer aussi de mieux comprendre. C'est à double tranchant. Parce que c'est aussi comme ça que les dogmes se retrouvent à évoluer pour mieux enfermer. C'est comment est-ce qu'on inclut la nouveauté, les nouveaux questionnements qui émergent autour d'un point auquel on n'avait pas pensé, en fait, hein, tout bêtement, quand on a écrit les règles la première fois. Et comment... du coup, en rationalisant la peur que provoque le questionnement, en disant mais si ça se trouve en fait, si on fait telle action comme sortir du village pour une raison en particulier, on se fait attaquer, mais si on fait pour telle autre, on le fait pas. Il faut pouvoir anticiper du coup ce qui se passerait dans ces cas-là et le prévoir et savoir s'il faut l'inscrire dans les règles. Oui, mais je trouve qu'il a, comme tu le décris, en fait, il a une véritable méthode expérimentale en fait finalement des créatures qu'il y a dans la forêt. C'est-à-dire qu'il faut tester, il faut voir ce qui marche pas, quoi. Et il a une approche qui n'est pas justement dogmatique dans le sens où il va accepter, comme tous les gens dans le village, le discours des anciens. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a un esprit vraiment, entre guillemets, assez scientifique finalement. Ça me fait penser à Yeti et compagnie, du coup. Oui, c'est vrai. Oui, mais oui, bien sûr. Il y a moins de poils. Allez écouter cet épisode et puis allez voir ce film. Bim, double autopromo, voilà.
Voilà. Après, il n'a pas vécu les traumas qu'ont vécu les anciens, donc quelque part, c'est un peu plus facile pour lui de se dire « Ok, je vais voir ce qui se passe ». Il y a différentes façons de réagir à la peur et au trauma. Et on en voit plusieurs facettes dans le film, entre quelques-uns qui sont très parano, quelques-uns qui s'enferment complètement dans le passé, ne veulent même plus... mais ils ouvrent même pas leur boîte avec les souvenirs, qui gardent carrément sous clé. Voilà, on voit différents personnages réagir différemment au trauma et au passé, et qui sont, dans la vraie vie, des façons qu'on a tous vraiment de réagir au trauma, quoi. Je trouvais ça assez intéressant d'ailleurs. Et cette question du trauma, elle est très intéressante. Ouais, justement, tu fais bien de la ressoulever à ce propos-là, justement sur la question du dilemme moral, parce que en fait, finalement, ils ont quitté la société parce qu'ils ont perdu des êtres proches. Donc ça, on est assez d'accord avec ça. Sauf qu'une fois arrivés là, justement, ils reperdent des gens sur d'autres problèmes, et dont des problèmes de santé. Et ça, par contre, ils sont prêts à l'accepter. D'où le dilemme. Ça, c'est ça qui est assez intéressant finalement. Ouais. Comme si c'était le prix à payer d'une part, et en même temps, on voit que certains, parce qu'ils ils sont pas tous complètement d'accord entre eux, se voilent la face. Quelque part, est-ce que ce serait pas ça le message du film? Il y a toujours un prix à payer. Le mec qui cherche des messages du film partout. Non, le message du film se résume par une seule des répliques. Suspense. On la dira plus tard. Je peux la dire plus tard. Non, vas-y, dis-la maintenant. Vas-y. Go. Je vais vous poser la question. Ça vous révolte pas d'être aveugle? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Mais bien sûr, Lucius dit ça à Ivy. Alors évidemment, Ivy, ce qu'elle entend, c'est ça te révolte pas de pas pouvoir te servir de tes yeux pour voir la beauté du monde? Faire la beauté du monde au final. Oui, c'est vrai qu'il dit ça. C'est vrai. Moi, ce que j'entends, c'est parce que lui, je pense qu'il comprend qu'il y a un truc qui tourne pas. Il le dit en fait, c'est pas que je le pense. Il le dit à plusieurs reprises qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qui va pas. Il sent qu'il y a une genre d'arnaque ou quelque chose. Je sais pas exactement ce qu'il s'imagine, mais il sait qu'il y a des secrets. Ça, c'est clair. Il le dit plusieurs fois. Il dit il y a des secrets, il y a quelque chose qui se pèse sur ce village, sauf que vous n'avez pas envie d'en parler. Voilà. Et pour moi, quand il demande à Ivy si ça ne la révolte pas d'être aveugle, il y a la deuxième lecture qui est... Il parle de lui aussi, quoi. Lui, il est moins aveugle que les autres. Ouais, justement. Il parle de toute la communauté, en fait, quand il dit ça. Il se sent limité aussi, lui. Voilà, il se sent aveugle, quelque part, en fait. Non Bien sûr. Ouais. Oui, c'est bien vu. Bravo. Ouais, c'est facile, j'ai vu le film 10 fois aussi. Elle connaît le scénar par cœur et tout. Pas jusque-là. Elle peut répéter le script, là, on prend 1h30, elle répète le script mot par mot. Bon, ensuite, il s'agirait peut-être de dire à quel point Adrien Brody est génial. Alors, ouais. Est-ce qu'il surjoue pas? Si, mais dans ce film-là, particulièrement, c'est pas le rôle. Alors après, c'est toujours très compliqué de faire jouer une déficience mentale à un acteur qui ne l'est pas. Et bon, on comprend très vite les limites de tout ça. Mais le personnage en lui-même reste hyper intéressant parce que c'est rare de donner le mauvais rôle déjà à quelqu'un qui a atteint de déficience dans un film comme celui-là. Et ça pose une question hyper importante dans le film qui est, est-ce que tout ça se serait produit s'il n'y avait pas une prise en charge de santé mentale des gens sur place? C'est un enjeu, quoi. Pardon, mais moi j'ai grandi en m'enfermant aussi dans mon petit monde à moi, à savoir les bouquins. C'était ma façon à moi c'était mon village à moi en fait, les bouquins. Je peux vous dire que là-dedans, les fous entre guillemets, et j'utilise ce mot parce que c'est un mot que j'ai croisé beaucoup dans mes bouquins, sont souvent dépeints comme dangereux et violents. Beaucoup moins aujourd'hui parce que la science a avancé, parce qu'on a ces salopards de woke qui arrêtent pas d'expliquer que non, les fous ils sont pas dangereux. Faut arrêter les woke, vous nous cassez les pieds. Mais ouais, non, après bon, en 2004, c'était il y a quasiment 20 ans. Je serais pas étonnée qu'à cette époque-là, le fou entre guillemets, oui, c'est quelqu'un qui est violent. Alors oui, dans l'imaginaire et dans la fiction et dans la fiction en général,
Mais rien que l'utilisation de certains termes scientifiques comme psychopathe ou schizophrène, la façon dont c'est utilisé dans les films, ça pose plein de problèmes. Hein. Il y a d'autres gens qui en ont mieux parlé que ce qu'on pourrait en faire ici. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est souvent, là, quand tu parles de schizophrénie, de dédoublement de la personnalité ou de psychopathie, là, par exemple, on peut penser à des personnages extrêmement cultes comme Hannibal Lecter, etc., qui sont en fait des formes, en fait, entre guillemets, de folie, en tout cas, telles que c'est présenté dans le cinéma, qui sont extrêmement inquiétantes parce qu'elles sont, c'est des gens qui sont complètement imprévisibles et redoutablement intelligents, en tout cas dans beaucoup de choses. Après, bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses sur effectivement la représentation de beaucoup de maladies, entre guillemets, pour certaines maladies, ou plutôt on va dire de handicap peut-être, ou etc. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises là-dedans, hein, qui ont été mises là-dedans, dans ces catégories, qui maintenant aujourd'hui sont beaucoup mieux comprises. Hein. On peut parler notamment de la transidentité par exemple, qui je connais d'ailleurs quelqu'un qui fait une thèse là-dessus, sur les films Disney et comment en fait les méchants de films Disney sont tous en fait entre guillemets inspirés plutôt de personnalités en fait trans entre guillemets. Donc la méchante de la petite sirène particulièrement. Ah bah, toi c'est Jafar, Geoffrey, mais moi c'est plutôt même les méchants dans Pinocchio, etc. Ils sont tous un peu dandy. Enfin, il y a des marqueurs en fait entre guillemets, il y a des marqueurs entre guillemets sociaux de ces représentations-là, et sans cesse donner à des méchants, quoi. Alors donc souvent on suppose entre guillemets une homosexualité, etc., etc. Et ça a été longtemps, et je pense que encore aujourd'hui dans certaines cinématographies c'est toujours présent. Sauf que là je suis pas d'accord avec ce point de vue-là sur Adrien Brody, donc là qui joue véritablement une personne, on va dire assez bien atteinte, on va dire, qui a énormément de mal à s'exprimer. Difficile de définir la pathologie. On ne connaît pas la pathologie. Pour moi, c'est une déficience intellectuelle, je veux dire simple, il n'y a pas forcément autour de choses qui viennent l'alourdir. Hein. Il n'y a pas forcément une schizophrénie, des choses comme ça. Et du coup, c'est un peu la figure du simplet. Et c'est en ça que je dis qu'elle est... elle n'est pas présentée la plupart du temps au cinéma comme étant dangereuse, celle-là en particulier, hein, parce qu'effectivement, oui, après, il y a le fou façon Shining. Est-ce que Lucius n'est pas aussi présenté un petit peu comme une figure de simplet, mais moins? Et est-ce qu'on n'a pas affaire quand même à deux... Lucius, pour moi, il y a un côté non. Où il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Lucius est présenté vraiment comme un personnage très intelligent, je pense, et justement beaucoup plus intelligent que la plupart des autres personnages du village. Il est présenté comme ça, même les anciens le reconnaissent en disant justement à un moment du film où ils comprennent en fait que l'avenir du village, c'est lui et Ivy, parce que c'est les deux plus entre guillemets qui sont plus capables de remettre en cause et qui ont plus aussi les capacités ensuite d'entreprendre le leadership du village une fois qu'eux ils seront plus là, quoi. Donc pour eux c'est l'avenir du village, c'est lui clairement. Mais effectivement Noah, comme tu le dis Geoffrey, c'est vraiment cette image là entre guillemets du simplet, et aussi de la personne qui est extrêmement attachante, parce que justement Ivy va beaucoup s'occuper de lui, il est amoureux, il a des attaches, il est très attachant, etc. Après, il a des moments un peu, on sait qu'il a des moments un peu violents, il n'est pas capable de se contrôler là-dessus. Mais c'est aussi un personnage qui est presque, enfin, comment dire, qui est presque en fait finalement l'innocence incarnée, c'est-à-dire il peut presque pas penser à mal en fait en vérité. D'ailleurs, je parlais de surjeu un peu pour Adrien Brody, mais il y a un moment, moi, qui m'a vraiment éclaté, c'est que il sourit tout le temps, ce mec. Même dans les situations dramatiques, il sourit, il se marre de tout. Sauf à un moment du film, et c'est au moment où il poignarde mais oui, mais comment c'est le seul moment du film où ce personnage ne rigole pas. Vivien, tu parles d'incarner l'innocence pure, mais l'innocence pure qui poignarde 3 fois dans le ventre par jalousie, je sais pas. Oui, parce qu'elle n'a aucune notion de bien et de mal en fait. Et c'est ça qui est problématique dans la prise en charge justement de ce personnage-là. Aucune notion, peut-être pas, parce que justement, comme je te disais, c'est le seul moment où il ne rit pas. C'est le moment où lui il s'en rend compte. Donc ouais, mais l'innocence, l'enfance, il y a des études scientifiques qui le montrent très très bien. Très tôt, les enfants sont
plus ou moins capable, en tout cas sur certaines choses, de faire la différence. Moi, il y a 2 choses qui me gênent avec Noah. Posez-vous la question, qu'est-ce qui change son handicap au final? Pourquoi il a ce handicap? C'est quoi les enjeux dans le film finalement? Le problème, c'est qu'on comprend pas trop son handicap, c'est surtout ça le problème. C'est te distraire. Pour moi, je pense que c'est te distraire de la possibilité que ce soit lui, justement, le coupable en fait. Ouais. Et le fait de le justifier pour ne pas en faire un monstre. Parce que s'il n'est pas capable de comprendre, alors il n'est pas complètement monstrueux non plus dans son acte. Et il est pardonnable, quoi. Tu vois, t'as pitié de lui, en fait. Ouais. Ce qui est triste, finalement. Oui, parce que tu comprends qu'il sait pas trop ce qu'il fait, qu'il réfléchit pas trop à ce qu'il fait. Et il est même presque étonné, en fait, finalement, quand Ivy vient le frapper, quoi. Il comprend pas. Giflé, oui. Complètement étonné, oui. Ouais. Ah, mais du coup, on reste sur la personne avec un handicap qui est violente, qui fait pas ce qu'elle fait. Moi, ça me plaît pas dans... Après, je suis peut-être trop informée, je suis peut-être trop woke, je sais pas. Mais moi, ça m'a toujours gêné dans le film. Bah après, je pense surtout qu'il le fait par amour. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire que c'est un assassinat purement, comment dire ça, c'est par amour qu'il le fait finalement, tu vois. En fait, l'idée c'est que la violence peut pas aller sans finalement des attaches à côté, et que finalement je pense que aussi le message c'est un peu de dire finalement la violence est dans la nature humaine, et finalement on n'arrivera jamais véritablement à s'en détacher, même en ayant un village en plein milieu de la Cambrousse, quoi. Je pense que c'est ça véritablement le message du truc, c'est de dire qu'ils veulent échapper à la violence, mais finalement de toute façon la violence ils vont la recréer entre eux de toute manière, puisque entre guillemets c'est dans la nature humaine. Je pense qu'il y a un fond comme ça à pourquoi c'est lui qui fait ça en fait. Ouais, c'est clair. Mais du coup, si tu le vois lui responsable et du coup ça te gêne, si je comprends bien, dans la façon dont c'est dépeint, parce que c'est une fois de plus un peu dans le cliché, dans le stéréotype comme ça. Ouais. Mais j'aurais voulu qu'on puisse dire exactement ce qu'il a comme problème, comme trouble ou comme maladie. Là, il y a un mélange de tout. Du coup, pour moi, c'est plus un prétexte. C'est un prétexte un peu facile. Je trouve que l'argument que vous avez donné de faire diversion, je le trouve très très bien. Je trouve qu'il marche. Je trouve ça pertinent. Mais je pense que ça n'empêchait pas le réal de faire quelques recherches et de faire un personnage un peu plus... ce serait une facilité là, on est scénaristique. vraiment dans le cliché, on est vraiment dans l'option un peu facile, quoi, et ça m'embête. Parce que du coup, le film, bon, encore une fois, c'était il y a 20 ans, faut remettre dans le contexte, mais voilà, le film, finalement, transmet des clichés qui sont préjudiciables. Bon, après, c'est pas comme si le film, aujourd'hui, il sortait aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, ça sort comme ça aujourd'hui, le personnage de Noah. Je peux vous dire que les woke, vous l'avez sur le cul, et moi la première. Oui, bien sûr. C'est omettre pour moi peut-être un truc auquel j'ai pas pensé tout à l'heure, mais pourtant je l'avais bien en tête, puisque c'était pour ça que je voulais aborder la santé mentale au début. Et si j'ai pas été clair du coup là-dedans, c'est que je l'ai pas bien pointé. Mais en fait, pour moi, le but aussi de Noah, c'est de dire regardez, en fait, c'est pas tellement sa faute à lui, même si c'est mal fait, dans la façon dont c'est amené, que la faute des anciens, finalement, parce que c'est pas lui qu'on peut tenir responsable en l'occurrence. Et la fonction du coup qu'il remplit là, c'est de dire en fait, vous n'êtes pas expert de tout, et c'est pas possible, et vous pouvez pas prendre sur vos épaules toute la connaissance, tout le savoir et la sagesse nécessaire au maintien en autarcie d'une communauté, et invariablement, ça va mal se passer parce que vous allez mal gérer le problème qui est de comment est-ce qu'on gère une personne avec une forte déficience à l'âge adulte qui manque d'un certain sens moral, quoi, pour le résumer. Et comment on gère la maladie aussi, la maladie en général. Et la maladie en général. Sur le mort du début, en fait, ils sont incapables de gérer ça, quoi. Si ça se trouve, même Ivy est aveugle pour des raisons médicales, on n'en sait rien d'ailleurs. Elle aurait peut-être pu ne pas perdre la vue. Oui, et si ça se trouve, tu sais, ça pourrait être... Alors ça, je sais pas du tout, parce que je sais pas que ça se voit... Mais c'est le cas, c'est pas... Ah oui, non, c'est pas précisé. Mais le père se plaint aussi à un moment que... Elle est devenue aveugle, oui, en voilà. tout cas. Elle n'est pas née comme ça. Ça peut être. Ça peut être une ça me fait penser à un autre film. Ça peut être une cataracte en fait. Une cataracte, ça soigne extrêmement bien, mais ça rend les gens aveugles si c'est pas soigné, quoi. Et ça fait penser à un film qui s'appelle La Symphonie pastorale, qui était sorti dans les années
50-40, je crois, où c'était cette idée-là, en fait, où une personne devient aveugle, et en fait, à un moment, croise un médecin, et puis le médecin lui dit, ah ben non, mais ce que vous avez, ça soigne, en fait. Et donc, la personne retrouve la vue. Mais en fait, vu que c'était une personne qui était, je crois, dans une famille extrêmement rigoriste, qui disait, bah voilà, c'est la voix de Dieu, c'est comme ça, et puis c'est tout. En fait, à un moment, il y a un médecin qui dit, mais non, ça soigne très bien, et finalement soigne, et la personne retrouve la vue. Donc ça peut être une cataracte aussi. Et tu te dis, finalement, ça se trouve, un médecin la verrait, lui dirait, mais en fait, ce que vous avez, c'est parfaitement soignable, en fait. Ça, pour le coup, le fait qu'Ivy soit malvoyante, parce qu'il me semble qu'on dit plus aveugle, on dit malvoyante, ça, c'est complètement justifié. Déjà parce que l'aveuglement, c'est un des sujets du film. Et puis parce que comment tu peux faire cette superbe réplique à lire dans 50 sens différents? Est-ce que ça te révolte pas d'être aveugle? Tu vois, donc quelque part, voilà, il y a quelque chose qui est parlant, quoi. Parce que si tu veux dire, bah regardez, la violence du monde, elle est tout le temps là. T'as pas besoin de mettre sa violence sur le dos de quelqu'un avec un handicap mental, tu vois. En fait, on le présente comme quelqu'un de très humain, mais qui a des accès de colère. En fait, c'est comme ça qu'il est montré. Après, les accès de colère, on ne sait pas si c'est lié véritablement à son handicap, quoi. Mais en tout cas, des accès de violence et qui a du mal à se maîtriser en fait physiquement. Bon, je sais pas. Après, là-dessus, je pense que. Si ça se trouve, un jour, il gonfle et il devient vert. Hein. Et il se mâche. Non, par contre, ce qui est intéressant, ce que tu disais sur Evie, le fait qu'elle soit en fait. Je sais pas si on. Parce que pour moi, aveugle, c'est à partir du moment où tu vois rien, malvoyance, c'est à partir du moment où tu peux percevoir quelque chose. Effectivement, pour elle, ça marche mieux malvoyante, parce qu'effectivement, elle perçoit des couleurs. Alors, on ne sait pas trop si c'est un peu, entre guillemets, si elle perçoit vraiment des couleurs. Elle perçoit des auras, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment ça se fait que soit on est dans un monde où il y a des monstres qui existent et où elle peut voir des auras, soit on est dans le monde réel et c'est chelou qu'elle voit des auras. Non, mais je pense que c'est quelque chose plus. Je ne sais pas si elle voit vraiment. Enfin, quand Lucius se fait agresser et qu'il est couché par terre, il n'est pas mort et elle dit je vois plus sa couleur, alors qu'il n'est pas mort. Non, il y a clairement un petit truc fantastique là-dessus. Faut s'avouer, c'est la petite caution fantastique du machin. Bah, en même temps, c'est pas parce qu'elle voit des couleurs qu'il faut forcément qu'il y ait des monstres porc-épics géants dans la forêt, quoi. L'un va pas avec l'un peut aller sans l'autre. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette question de l'aveuglement, c'est qu'elle est capable finalement, en fait, de voir peut-être mieux que certaines personnes dans le village qui sont complètement réfractaires en fait à leurs propres émotions, et notamment chez les métaphoriquement parlant, encore. Oui, bien sûr. Et surtout que en fait les gens du village sont incapables de percevoir les sentiments, sont complètement détachés. C'est assez intéressant de voir à quel point ils sont froids, et notamment les personnages donc joués par Sigourney Weaver et puis donc le chef du village dont j'ai perdu le nom, qui tous les deux sont amoureux l'un de l'autre, mais qui sont incapables de s'avouer leurs sentiments, quoi. Enfin bon, mais oui, on peut revenir sur cette question, finalement, ce village, utopie, dérive sectaire, les deux ou aucun des deux? Utopie. Il faut un but utopique, mais une dérive sectaire au but utopique, ça marche pas, quoi. J'ai du mal à voir. Mais vous avez mon avis depuis le début de l'émission. Moi, j'ai du mal à avoir des dérives sectaires quand à la base il n'y a pas quelque chose, une volonté de malveillance. Là, on est complètement dans. Alors quelque chose de malsain et toxique qui, on va le voir, marche pas. J'ai du mal à voir un côté secte, quoi. Je veux dire. Ah, mais c'est malsain et toxique pour les enfants. Pavé de mauvaises intentions. Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, pour eux, ça ne l'est pas, parce qu'eux ont clairement choisi d'y être. En tout cas, les anciens ont choisi d'y être, ils l'ont construit eux-mêmes. Mais par contre, les enfants, eux, n'ont absolument pas choisi d'y être, et on leur ordonne de rester justement en fonctionnant avec la peur, quoi. Donc il y a quelque chose de la manipulation pure et simple dans cette communauté, mais quoi. Pour leur bien, mais vraiment pour leur bien, parce que les anciens ont peur. C'est pas, ils estiment oui, que c'est d'accord, pour mais leur bien. à tort, on est d'accord, mais ils sont pas là à dire bon, écoute, tu vas rester là parce que j'ai besoin de ta thune, parce que j'ai besoin de quelqu'un sur qui à dominer, parce que j'ai besoin de pouvoir. C'est quand même une privation de liberté. Bien Quelle sûr. proportion de sectes
ou on va dire moins de croyances fondées ou gérées par des charlatans aussi, entre gourous et charlatans, on pourrait faire un certain rapprochement. Quelles proportions sont vraiment de bonne foi? Je pense que c'est quand même assez important finalement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à exploiter leur prochain ou à qui le pouvoir monte à la tête et qui peut-être deviennent mal intentionnés après, parfois même inconsciemment. Il n'y a pas une Mais je question pense de que pouvoir au village. Hein. non, et là justement, effectivement, c'est assez intéressant là-dessus. Si tu exclus cet aspect de pouvoir-là, reste-t-il quand même encore un effet de dérive sectaire? Et suffit-il Oui. qu'il y ait des bonnes intentions à la base pour que ça n'en soit pas une? Moi, je pense que c'est justement ça que pointe du doigt Shyamalan. Il dit, mais regardez, une dérive sectaire, il suffit pas toujours qu'il y ait des enjeux de pouvoir. C'est aussi enfermer les gens dans un système qu'ils n'ont pas choisi malgré eux. Oui, mais le sectarisme et les dérives sectaires, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Oui, alors, mais là, on Là, est essaie de... dans une dérive. Par un dogme obscurantiste en plus. Donc, il voilà. y a un vrai enjeu de pouvoir d'ailleurs. On est sur un... Alors on est sur un système un peu particulier, donc un espèce de... Au niveau du pouvoir, on est sur une espèce de dictature, parce que finalement, on a un groupe de personnes qui s'accaparent le pouvoir et qui ne le partagent absolument pas, c'est les anciens. Donc une espèce de forme de société totalement traditionnelle, où les jeunes n'ont absolument aucun le droit de citer, finalement, et qu'à chaque fois qu'ils y sont, de toute façon, ils sont déboutés. Donc déjà, il y a des enjeux, il y a clairement un enjeu de pouvoir, c'est-à-dire des anciens sur les jeunes, c'est-à-dire d'une société purement traditionnelle, en fait, en vérité. Attendez, parce que là, je suis sur le site de Mivilu. Non. Non, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, qui est aussi le centre d'accueil d'études sur les mouvements sectaires. UNAFI. Alors, caractéristiques des sectes. Manipulation mentale avec endoctrinement, contrôle de la pensée, mise sous dépendance, pression. Bah oui, il y a ça. Oui. Alors, manipulation qui utilise 3 registres de techniques. La technique cognitive à partir d'un message séducteur mais réducteur. La technique comportementale, bien connue des psychologues ou des psychiatres, qui consiste à accomplir des actes anodins au départ, mais de plus en plus accaparants, qui provoquent une soumission et une dépendance, entraînant une perte du libre arbitre. La technique affective, les adeptes passent par 3 phases. Séduction par un message, le leader, le groupe. La destruction psychologique, la reconstruction sont une norme de... Après, tant qu'il y en a un, c'est bon. Hein, c'est un peu comme les signes du fascisme chez Umberto Eco. C'est pas un bingo. Hein, tant que t'en as un, c'est... Alors, je sais pas si un seul suffit, mais ouais. Je sais pas, mais c'est un signe déjà. Quoi. Moi, je pense que justement, ce qui est intéressant avec cette société, c'est que c'est pas totalement, entre guillemets, la secte qu'on pourrait imaginer, comme la secte du Temple solaire, par exemple, le truc avec des vraiment bien perchés. On est vraiment dans un entre-deux, en fait. C'est pour ça que je pense plutôt à une dérive sectaire. De toute façon, c'est compliqué de définir ce qu'est une secte. Ça n'a jamais été réussi, en fait, en vérité, de définir une secte. Par contre, on est capable de clarifier un petit peu près ce qui rentre dans le cadre des dérives sectaires, quoi. Mais d'ailleurs, si c'est faux dans ton document, si jamais tu as le mot peur, c'est intéressant. Est-ce que la peur peut être, vu que c'est la peur, c'est aussi, là, c'est clairement une manipulation par la peur. Est-ce que ça rentre dans le cadre, quoi, pour le coup? Non, mais j'aurais pas dû aller voir ce document, parce qu'en fait, je me rends compte que... Merde, en fait, on y est, quoi, quand même. En fait, le document fait 500 pages de liste de trucs, et il va falloir passer 500 pages. Non, mais parce qu'après, il y a destruction de la personne sur plan physique, psychique, intellectuel, relationnel, social. Bon, on n'est pas à des destructions pareilles non plus, mais... Ah bah déjà, il faudrait des trucs, quelque chose à détruire, puisque là, ils ont aucun relationnel en dehors du village, quoi, donc... Ouais, c'est ça. Non, par contre, il y a le phénomène d'emprise, passe par la peur, clairement. Ouais, après il y a la destruction de la famille, mais bon, la famille c'est juste le village. Et puis t'as la destruction de la société, mais la société c'est juste le village. Bah là, pour le coup, la sortie de la société est déjà faite, quoi. Pour rester dans les définitions sociologiques, puisque on est quand même là pour ça, aussi essayer d'être un petit peu rigoureux dans nos définitions, puisqu'on parle de secte, on m'a pointé il y a quelques jours, un truc que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle la typologie Webero-Trotzkienne et non pas troutskienne, voilà.
attention à la confusion, qui vient de Max Weber et de son élève Ernst Strulch, et donc en sociaux, qui s'essaye à faire une distinction entre ce qu'ils appellent des idéotypes secte ou église. Et donc il y a un résumé qui a été fait, et donc selon Weber et Strulch, on est dans l'église qui est coextensive à la société, mais on entre dans la secte par conversion. Alors là, vous remarquerez que c'est pas le cas. La plupart des gens sont nés dans ce système-là. C'est pas pour autant une église, donc on pourrait pas, par exemple, tout à fait parler de secte. C'est pas le seul critère. Comme ils sont nés dedans, c'est pas une secte. Voilà, ce qui est très bizarre parce mais que. Attends, quelqu'un qui est dans une secte et qui a un enfant et qui élève cet enfant dans cette secte, du coup, l'adulte, le parent, il est dans une secte et l'enfant, il est dans une religion. Il est dans une église. Ouais, c'est chelou. Hein. Il y a comme quoi, vous voyez, il y a des failles quand même à ce raisonnement-là. Puis si on prend l'ordre du temple solaire, il y a des enfants qui sont nés dans la secte, effectivement, et qui ont été en procès toute leur vie, quoi. Et comment tu fais quand l'enfant il est dans la secte et pas les parents, genre l'anthroposophie? Parce que t'as plein d'enfants qui sont là et les parents savent pas du tout ce qui se passe. Ah là, c'est clairement un phénomène de tentative de conversion inversée, puisque le but c'est de ramener les parents dans l'anthroposophie aussi. Hein. Oui, c'est de la conversion là pour le coup. Parce que l'enfant n'est pas né dedans, à part si les parents sont déjà anthroposophes, quoi. Ouais. Ça se trouve maintenant l'anthroposophie en fait est plus une église, selon ta définition, qu'une secte en fait en vérité. Alors, de toute façon, les religions sont des sectes qui ont réussi. Ouais. Non. Oui. Alors peut-être, juste pour peut-être moi finir sur ce que j'avais à dire peut-être sur le film, je trouvais que pour cette question-là de la dérive sectaire, je pense aussi peut-être, alors j'ai pas été étudier les documents que vous avez sous les yeux, mais je pense aussi dans l'idée de dérive sectaire, donc il y a l'idée de s'exclure de la société, en tout cas de vivre à côté de la société. Donc là, c'est clairement ce que fait le village. Et je trouve que c'est d'ailleurs bien mis en scène par Shyamalan, puisque lui, je sais pas si vous avez remarqué, dans sa mise en scène, il y a souvent de ce qu'on appelle en fait des cadres dans le cadre. C'est-à-dire qu'il va filmer des contours de portes, des contours de fenêtres, etc., qui vont sans cesse enfermer en fait les personnages qui en fait, au niveau du langage cinématographique, renforce en fait cette idée d'impression de fermeture, d'univers totalement clos, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que dans la mise en scène, en fait, il y a cette idée même finalement d'enfermement, de clôture des personnages, quoi. Enfin bon, est-ce qu'on passe peut-être à la... Hein ? On n'a pas parlé du deuil, mais je sais pas. Ah bah écoute, après moi je pense qu'on en avait parlé un peu sur les questions de traumatisme, etc. C'est-à-dire que c'est des personnages qui ont du mal à surmonter leur deuil aussi. Ils sont un peu coincés dans leur deuil. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. Je sais pas toi comment tu l'as vu. Oui et non, parce que si justement ils finissent quand même par envoyer le village, c'est justement parce qu'ils veulent pas assumer le deuil de Lucius, quoi. Ils veulent pas assumer le futur deuil. Et voilà. Et moi il y a quand même un truc où je me dis, mais les mecs, vous êtes au courant que il n'y a pas de monstre, quoi. Est-ce que le père il pourrait pas dire non mais t'inquiète ma fille, je vais y aller moi à l'extérieur à ta place, tant pis, et ils envoient une aveugle, mais tu viens de me casser tout le film là. Il y avait combien de chances qu'elle revienne avec le machin? Comment peux-tu la laisser partir? Elle est aveugle. Elle est plus capable que la majorité d'entre nous. Et c'est l'amour qui la guide. Et il y avait combien de chances qu'elle revienne avec le machin en vrai, quoi. Il l'envoie à la mort certaine, la nana. Bah, surtout, faut avouer qu'il y a un gros connard qui a creusé un trou en plein milieu de la forêt. Franchement, si celui-là, je lui mets la main dessus. En plus, ouais. D'où il sort ce trou? Non, mais en vérité, c'est surtout qu'ils y vont pas parce qu'ils ont signé un pacte entre eux, ou dans lequel en fait ils se disent on n'ira plus jamais on ira. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle a le droit d'y aller? Parce que son père est follement amoureux. Parce qu'elle a pas signé. Non, c'est pas ça. C'est parce que déjà il y a ça, mais surtout parce que son père est follement amoureux du personnage de Sigourney Weaver, qui est la mère donc de Lucius, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il dit, c'est le seul truc que je peux faire pour toi, c'est d'envoyer ma fille chercher des médicaments pour ton fils, quoi. C'est un genre de preuve d'amour de sa part envers elle, quoi. J'ai envoyé Ivy à la ville. Tu n'as pas le droit. C'est tout ce que je peux t'offrir. C'est tout ce que je peux t'offrir.
J'accepte. Et c'est pour ça qu'il n'y a que lui en fait qui est pour, parce que personne autrement dans les anciens ne le veulent. Hein. La plupart ils le veulent pas en fait. C'est lui qui insiste pour que ce soit le cas. Et après le fait d'envoyer une aveugle, c'est aussi justement pour pas qu'elle voit en fait un peu le réel. Quoi. Oui, mais oui, bien sûr. Il faut pas envoyer quelqu'un qui pourrait voir qu'en fait on n'est pas en 1800, je sais pas 50, 60, mais bien en 2000 et des pètes. Et puis je pense qu'il y a peut-être un côté si j'y vais, est-ce que je vais pas me rendre compte que j'ai fait une erreur? Est-ce que je vais pas être tentée? Est-ce que je vais pas être remplie de doutes? Et j'ai pas envie de ça. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que je connais bien. Et il y a aussi un côté quand on est dans des traumas comme ça, c'est que on vit dans une grotte noire, sombre, pleine de dangers. Et c'est super dur d'en sortir et d'aller dehors à la lumière, là où il y a les licornes et la barbe à papa. C'est Platon en fait, ça c'est la métaphore de la caverne de Platon, non? Alors pour les licornes et la... pour la barbe à papa et les licornes, je suis pas sûr, mais... Non, mais parce que souvent les gens comprennent pas quand on a quelqu'un comme ça qui est dans des traumas, il n'en sort pas, ou qui est dans des dépressions, il n'en sort pas, les femmes battues qui restent, etc. C'est que, ok, t'es dans une grotte toute noire, mais t'en connais chaque recoin, tu sais où sont les dangers. Tu sais gérer, ici il y a des dangers, mais tu les connais et t'as de quoi les affronter. Alors que dehors, le soleil, la licorne, les barbes à papa, si jamais dehors il y a des dangers, tu les connais pas. Donc quelque part, c'est encore plus flippant, quoi, tu vois. Oui. Ah mais de toute façon, ils flippent tous, hein. La plupart ils veulent pas y aller, hein, de toute façon. Ils ont déjà peur des bêtes de toute façon, donc... Parce que pour monter à un truc pareil pour pas affronter la réalité, oui, il faut être sacrément traumatisé ou être une sacrée coucouille molle. Hein. Bon, moi, il y a un mélange des deux avec quand même plus le trauma qu'autre chose. Mais finalement, tout ça, c'est un peu comme la filmographie de Night Shyamalan. C'est-à-dire que si vous la connaissez pas et que vous avez un peu peur d'y aller, vous n'avez pas totalement tort. Faut aller voir le début, puis après, voilà, puis après tu t'en vas. Il y a aussi des gens qui comprennent pas à un moment. Parce que moi je me rappelle la première fois que j'ai vu Signs, je vais voir les critiques, je dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent que c'est un mauvais film SF, un mauvais film d'aliens et d'invasion d'aliens, mais c'est pas un film sur des aliens, c'est un film avec des aliens, mais c'est un film sur la paranoïa, sur la peur de l'autre et sur peut-être même un peu le complotisme, enfin carrément un peu le complotisme. C'est un film avec des aliens, c'est pas un film sur des aliens. Quand je lis des commentaires comme ça, je me dis soit le réal il a mal fait son job, soit la personne qui a écrit le commentaire elle a rien compris. Non, c'est surtout que des fois c'est la communication autour des films qui peut être très mauvaise aussi, faite par les boîtes de prod ou les boîtes de distrib. Généralement c'est les boîtes de distrib qui font ça plutôt, et qui vendent très mal les films parce qu'en fait ils les vendent de manière à ce que ça fasse des entrées et pas que ça plaise aux spectateurs, quoi. Et c'est notamment ce qui est arrivé avec Le Village, parce que les boîtes de production l'ont vendu comme un film d'horreur, ce qu'il n'est absolument pas en fait. Et c'est pour ça que ça a déçu aussi énormément à l'époque. Mais et puis c'est quoi alors si c'est pas un film d'horreur? C'est un drame. C'est un film d'amour. Ouais, c'est un film d'amour. C'est une ode à la vie, c'est une ode au courage, c'est une ode à l'ouverture. C'est un suspense, c'est un film à suspense aussi. Moi, ce que j'avais vu de mon côté, je crois que c'est drame et suspense que je crois que j'avais vu. Ok. C'est un peu comme les bouquins de Stephen King, quoi. Tous les films de M. Night, je retiens jamais. Hein, Shyamalan. Sachez que non mais si vous voulez, moi ne serait-ce que le mec qui joue Thor, je retiens pas comment il s'appelle, Chris Hemsworth. Ouais, je sais toujours pas, ça doit être ça, ouais. Non mais voilà, du coup dans les films de ce réal là, c'est comme dans les bouquins de Stephen King, les monstres au final, c'est nous. Mais alors là dans le film c'est qui? C'est eux, c'est la société. Oui, les deux, mais les anciens aussi, quoi. Parce que finalement, ce qu'ils font aux gamins, ce qu'ils font à eux-mêmes, donc quelque part, c'est monstrueux, moi, je trouve. Ah bah oui. Ça. Non, mais pour la petite fun fact, je sais pas si vous savez, mais M. Night Shyamalan est dans le film, justement. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, hein, mais il est dans beaucoup de ces films. Il fait des apparitions, fait des caméos, ouais. Et donc là, Dr. Queen. Et là, oui, on le voit. À la toute fin. Ouais, dans le truc des films, quoi. C'est lui qui dit, c'est lui qui regarde son journal pendant que l'autre va tranquillement aller chercher quelques médicaments et une échelle. C'est Shyamalan qui fait ce rôle-là.
c'est le frère Ouais, c'est la seule personne un peu métisse du film. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Shyamalan, généralement, il se reconnaît assez facilement, parce qu'il fait pas il a pas fait beaucoup de films avec des métis. Bon, bah là, de toute façon, on a que des personnes blanches dedans, donc c'est assez facile de le repérer, quoi. Oui. Après, ouais. Après, je sais pas, je me rappelle plus de ses autres caméos pour le coup, mais c'était le petit caméo qu'il avait fait dans ce film-là. Et je vais peut-être finir en conclusion peut-être du film. Est-ce que vous pensez, parce que la fin du film finalement est assez ambiguë, finalement on ne sait pas trop si cette société continue ou pas. On a à la fin donc Ivy qui revient avec les médicaments, donc qui va probablement réussir à sauver Lucius de l'infection de l'infection qui le ronge après les coups de couteau. Bien sûr, donc Noah est mort dans la forêt, tué indirectement par Ivy. Et donc les anciens décident à ce moment-là que la mort de Noah servira à alimenter la croyance dans les bêtes, et donc à dire bon voilà, vous voyez bien que c'est dangereux, faut pas y aller. Elle a réussi à y aller miraculeusement, finalement elle a réussi à revenir. Et donc les anciens sont clairement partis pour recontinuer à faire à maintenir le village quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous pensez que pour le coup le village peut continuer comme ça en fait durant longtemps en fait après ces événements-là? Non, enfin je pense que quand tous les anciens sont morts, à un moment il y a forcément un des gamins qui va ouvrir les boîtes et puis voir ce qu'il y a dedans, quoi. Tant qu'ils auront du pognon pour payer les hélicoptères pour pas passer au-dessus et pour payer de la police pour patrouiller autour, ouais, quand il y aura plus de pognon, ça va être compliqué. Ouais. Est-ce que finalement le message du film, c'est pas ça ne peut plus durer? Mais vous en avez pas marre d'être aveugle? Moi personnellement, j'imaginerais bien en fait entre guillemets un film qui s'appellerait Le Village 2 où en fait techniquement Ivy dirait ce qu'elle a fait à Lucius, et Lucius lui sera incapable de comprendre les raisons en fait des anciens, et lui pour coup voudra ouvrir quoi. Moi c'est ça en fait, pour moi à la fin c'est en fait la survie de la communauté est uniquement liée en fait à la survie ou pas de Lucius, parce que dans tous les cas du mensonge quoi. Parce qu'à mon avis dans tous les cas Ivy de toute façon lui dira, enfin moi j'en suis persuadé. Même elle, en fait, elle a tout fait pour sauver lui, mais je suis pas sûr qu'elle elle continue longtemps à croire à ça, et qu'elle ne se pose pas à un moment des questions sur la réalité de ce truc-là, quoi. Eux, ils essayent de maintenir, mais ils ne se sont même pas posé la question de est-ce que les jeunes, eux, le feront, quoi. C'est pour ça que l'utopie, elle peut pas tenir, quoi, tant que tout le monde n'est pas sur le même pied, et tant qu'il y a du mensonge. Oui, c'est ça. Si on ne leur dit pas, si on ne dit pas à tout le village et aux enfants, etc., on est parti pour telle raison. Il y a de bonnes raisons, comme le font les Mormons ou comme le font d'autres communautés, hein, voilà. Mais si on ne leur dit pas clairement les choses, bah forcément, une fois qu'ils se rendront compte du subterfuge, bah il faut adhérer au projet. Je suis assez d'accord avec ça. Pour que le truc tienne, il faut que le projet soit compris et qu'il tienne, quoi, et qu'il ne tienne pas que grâce au mensonge. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que ce serait pas finalement le message du film? C'est-à-dire rien n'est éternel. Voilà, ça c'est éternel. Ce sera notre running gag. Est-ce que ce serait pas le message du film? Je pense qu'on en a retiré quand même pas mal des messages du film, en tout cas dans nos interprétations. On a proposé plusieurs pistes, je pense, qui sont assez intéressantes, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais je pense qu'il y a des trucs assez intéressants à retirer. Et puis comme tu dis au début de chaque émission, on pourra jamais tout dire, mais je pense qu'on en a dit beaucoup. Oui, voilà. Venez nous en parler, parce qu'on est assez intrigués, je pense, de savoir ce que chacun a pu y voir aussi. Oui, voilà, venez sur Discord. Moi, je trouve quand même un peu bizarre qu'on ait une femme rousse qui s'appelle Ivy dans une forêt pleine de plantes et qu'on ne puisse pas soigner quelqu'un. Ça me semble. Voilà. Si vous n'avez pas la référence, tant pis pour vous. Poison Ivy, c'est ça? Bien sûr. Et puis franchement, avec tout ce qu'ils ont comme plante dans la forêt, là, qui est complètement morte, il y a 0 plante, hein, les gens. Ils auraient pu faire de l'homéopathie et régler leurs problèmes. C'est vrai, pourquoi c'est l'automne tout le temps? Parce que peut-être juste le film se passe en automne, hein, c'est tout. Peut-être. C'est un film d'Halloween, c'est tout. Voilà. Avant de passer à la clôture, est-ce que vous avez un mot de la fin? Vas-y, si c'est.
Ce n'est pas un film qui fait peur, c'est un film sur la peur. Bien dit. Ah, c'est bien trouvé. Ah, moi, je dirais, on pourrait presque s'arrêter là-dessus, en fait. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter personnellement. Non, sur coup, je vais passer à mes remerciements. Alors, déjà, je vais remercier tous les auditeurs d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et peut-être que ça vous aura donné des idées sur le film, ça vous aura ouvert des portes d'interprétation et peut-être que vous avez vu d'autres trucs que nous, on n'a pas vu. Donc, dans ce cas, effectivement, n'hésitez pas à nous en parler pour qu'on puisse enrichir tous collectivement nos approches de ce film. Et je voulais aussi remercier donc les différents chroniqueurs qui ont été présents ce soir. Merci à toi si c'est faux. Merci à vous. On compte sur toi pour la prochaine fois. Je suis venue tellement fois de suite sans en rater un, là, je me dis la prochaine peut-être que... Les probabilités augmentent pour tu loupes une émission, tu sais, c'est plus t'en fais une, plus la probabilité augmente. Merci à toi. Ah oui, vas-y. Mais mine de rien, j'ai réussi à enregistrer le podcast avec vous, alors que mes 2 enfants sont là et je suis seule avec eux. C'est un miracle. Voilà, comme quoi ça prouve bien que les miracles existent. Voilà. Merci à toi aussi, Geoffrey, d'avoir été là. Pas dérangé par le tien d'enfant. Peut-être un miracle aussi, non? Ouais, sans doute. Là, je pense qu'il va falloir vérifier si nos enfants sont toujours en vie, si c'est parce que peut-être qu'il se trame un truc. Ouais. Il commence pas à faire un peu ses nuits, là? Quel âge il a maintenant? À 7 mois. Donc non, on est en plein dans la phase de régression juste avant que ça aille mieux, je crois. C'est peut-être pour ça, les 3 bouteilles de chloroforme que vous m'avez demandé, non? C'est pas ça? Chut, mais on avait dit pas pendant le podcast. Ah merde, bon, on demandera à Trotsky de couper ça au montage. Alors que tout le monde sait que c'est du lait de pavot qu'il faut dire. Non. Merci Trotsky pour cette recette et puis merci aussi pour ta présence dans cette émission. Avec plaisir. Là, je propose que la prochaine émission, en fait, que Trotsky nous fasse à chaque émission, il nous fasse une petite recette de trucs. Comment faire dormir un enfant avec du lait de pavot? Tu fais ce genre de truc. Et puis merci doublement Trotsky parce que je pense que c'est toi qui vas faire aussi le montage de l'émission. Ça me semble fort probable. D'accord, et puis encore merci pour toutes les autres émissions que tu as montées. En tout cas, voilà, l'émission s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Au mois prochain, pour le coup, effectivement, pour notre épisode sur Noël. Enfin, notre épisode de Noël, plutôt que sur Noël. Et entre-temps, n'oubliez pas... Ah, mais on peut dire alors de quel film on parle? Ah non, on dit pas, on dit juste que ça sera sur Noël. Comme ça, ils vont peut-être penser à la course aux jouets, à 3615 code Père Noël, Maman j'ai raté l'avion, voilà, que des trucs sceptiques. Ouais. Maman j'ai raté l'avion, hyper sceptique. C'est ça. Mais en tout cas, d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao, ciao, et joyeux Halloween. Salut, joyeux Halloween. Bye, joyeux Halloween. Fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Je m'intéresse qu'aux faits. Des accusations extraordinaires exigent des preuves. Les faits, c'est notre plus grande arme contre la superstition, et on contre rajoutait des l'ignorance choses dedans. et la tyrannie. Comme scientifique. Les astronautes le savent que la Lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler. C'est évident.